bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette webconférence. Je suis Laurence Liégeois, chargée de mission politique de la ville à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, PQNA, le centre de ressources sur le développement territorial pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, je suis Christophe Rochard, je suis chargé de mission à PQNA. Alors pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nos missions consistent à animer les réseaux d'acteurs du développement local, à les accompagner et à les outiller dans la compréhension et le déploiement des politiques publiques en direction des territoires et en direction des territoires les plus vulnérables, et en particulier ceux de la politique de la ville. Alors la webconférence d'aujourd'hui est en réalité le point de départ de tout un cycle de travaux dont on va vous parler extrêmement brièvement maintenant. Si du côté de la technique, on veut bien lancer, voilà, merci beaucoup, les petites slides. Alors ce cycle de travaux vise à vous accompagner dans la préparation de vos futurs contrats de ville, et nous avions à cœur de démarrer ce cycle en posant aujourd'hui la question des transitions dans les quartiers. Alors avant de nous lancer sur ce sujet, Christophe, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce cycle ? Bien sûr, Laurence. Le cycle va donc se décliner jusqu'au mois de novembre 2023. Il s'adresse prioritairement aux parties prenantes de la politique de la ville, donc les EPCI, les communes, les services de l'État, les élus, les techniciens, les délégués du préfet, tous les services de l'État qui peuvent être impliqués, et aussi d'autres partenaires. L'accent sera mis au cours de ce cycle sur de l'apport de méthodes, d'outils, avec pour fil conducteur donc les transitions. Comme vous le voyez à l'image, il y a 3 axes. Il faudrait passer à la page suivante, s'il vous plaît. Il y a trois blocs, 3 axes dans ce cycle. L'axe vert qui est consacré à la construction du projet renouvelé pour les quartiers. L'axe orange qui est centré sur la gouvernance du contrat. Et l'axe bleu qui sera travaillé après l'été 2023 autour de questions d'animation et de suivi du contrat de ville. Alors, nous actualiserons sur la slide suivante, s'il te plaît, merci. Nous actualiserons ce calendrier que vous voyez actuellement régulièrement sur le site de PQNA, donc restez bien connectés à nos actualités. Pour l'instant, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le prochain temps après celui d'aujourd'hui, qui est cette formation de 2 jours qui va se tenir les 5 et 6 avril à Bordeaux. Une formation sur une méthode de construction d'un projet stratégique pour les quartiers qui prennent en compte les transitions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si cette formation s'adresse à vous. Donc pour le savoir, visitez notre site internet. Et puis quelques petites précisions techniques avant de démarrer. Vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas prendre la parole ici, mais en revanche, vous avez un onglet question qui est en bas à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions dans cet onglet questions. Nous relayerons au fur et à mesure des échanges aux différents intervenants. Voilà, et puis je vous indique aussi d'ores et déjà que nous mettrons en ligne un replay de cette séquence de webinaire dans les jours qui viennent, accompagné des différentes ressources que nous aurons pu partager ensemble. Alors, Christophe, est-ce que tu peux maintenant nous dire quelques mots d'introduction sur ce webinaire ? Alors, ce webinaire est conçu comme une première entrée en matière sur la question des transitions dans les quartiers. Le sujet est relativement nouveau dans la politique de la ville, mais il s'annonce comme majeur, puisqu'il devra être travaillé dans les futurs contrats. Et donc, face à ce défi, les questions qu'on se pose, c'est comment se lancer et commencer à travailler sur des actions concrètes pour initier une démarche de transition dans les quartiers. Pour aborder cette question, nous avons invité plusieurs intervenants. En dernière partie de ce webinaire, nous accueillerons des représentants de l'ADEME, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la DRETS Nouvelle-Aquitaine. Ils auront l'occasion d'exprimer leur vision des enjeux et la manière dont chacun, à leur niveau, accompagne les territoires politiques de la ville sur ce sujet. Alors, avant cela, on vous propose de démarrer par une séquence de table ronde, et je vais tout de suite inviter nos 3 intervenants de la table ronde à nous rejoindre. Je vais vous les présenter dans un instant. Allez-y, vous pouvez venir prendre place. Alors, nous vous proposons aujourd'hui
deux retours d'expérience de territoire qui ont initié des projets, des démarches autour des transitions dans les QPV, pour en savoir plus sur la manière dont ils se sont lancés et les enseignements qu'ils en retirent. Alors, Philippe Baron, je vais m'asseoir. Excusez-moi. Hop. Philippe Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de la politique de la ville à l'agglomération du Grand Auch et vous êtes également adjoint au maire de la ville de Auch en charge du sport et de la vie associative. Et vous nous expliquerez comment vous avez travaillé la question de la transition écologique sur le QPV du Grand Auch par le biais d'un projet de renouvellement urbain. Et ensuite, Anne Defresne, bonjour. Vous êtes responsable du pôle cohésion sociale à l'agglomération du Grand Angoulême et vous nous parlerez, vous, du projet accessibilité à une alimentation durable et de qualité pour tous dans les QPV, qui est un projet que vous avez mené et vous nous expliquerez comment le fait d'avoir mené ce premier projet vous amène aujourd'hui à envisager une montée en puissance dans la prise en compte des transitions dans les QPV de l'agglomération du Grand Angoulême. Et puis nous accueillons également aujourd'hui Julien Perdrija. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes délégué général et cofondateur de la Fabrique des Transitions. Vos missions consistent à accompagner les territoires et les acteurs dans la transition écologique. Nous vous avons proposé d'intervenir aujourd'hui pour poser le cadre du sujet des transitions dans les quartiers et identifier les enjeux et les leviers d'action pour les parties prenantes de la politique de la ville. Donc Julien, pour démarrer cet échange, je voulais vous poser une première question, peut-être un peu provocatrice, mais pourquoi il faut absolument que les acteurs publics se saisissent du sujet des transitions? Et plus largement, quels sont les grands enjeux qui sont devant nous aujourd'hui? Merci de votre invitation, merci de cette question. Si on peut passer la slide de ma présentation, ça me permettra d'avoir un petit support, mais peut-être pour répondre directement, les acteurs publics doivent se saisir de ces questions parce qu'ils sont légitimes pour organiser le cadre de la co-construction. Maintenant, ce n'est pas que les acteurs publics qui doivent se saisir des questions de transition, ça concerne autant les acteurs économiques, privés, que les acteurs publics, mais effectivement, en tant qu'acteur public, en tant qu'institution, on a une responsabilité différente des autres, c'est qu'on est là pour développer des services publics, développer des projets d'intérêt général et créer les conditions de la participation active de toutes celles et ceux qui doivent y prendre part. Alors, la transition, souvent, on peut la réduire finalement à un ajustement environnemental. C'est une façon de corriger à la marge les effets négatifs du modèle économique dans lequel on se développe. Nous, la transition et les transitions au pluriel, on les prend plutôt au sens systémique du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un ajustement marginal, c'est une reconsidération assez radicale de notre modèle de développement. En fait, on est issu d'un modèle de développement fondé sur les énergies fossiles, organisé de manière assez pyramidale, qui détruit les limites planétaires dans lesquelles, en fait, les conditions d'habitabilité sont présentes. Donc, ce modèle-là, il est diablement efficace d'un point de vue extraction de ressources premières, combustion de pétrole, organisation de chaînes logistiques déterritorialisées, c'est-à-dire globalisées. Finalement, ça coûte moins cher de faire venir du sable ou des matières premières de l'autre bout de la planète plutôt que d'essayer d'avoir des logiques de filières courtes à proximité, parce que le pétrole ne coûte plus rien sur ces grandes chaînes de volume général. Donc la transition, c'est sortir de ce modèle. Et c'est donc d'abord une affaire de deuil. C'est une affaire de deuil parce que ce modèle n'est pas durable, il n'est pas soutenable, et il faut pouvoir du coup en sortir. Pourquoi? Parce que les gaz à effet de serre augmentent, parce que du coup ça détruit les conditions de vie, de la biodiversité, tout le cycle du vivant est impacté, ça modifie considérablement le cycle de l'eau, ça augmente les inégalités, bref, en définitive, ce n'est pas un modèle qui est soutenable et pérenne. Et donc, on a une double difficulté. À la fois, c'est assumer que ce modèle n'est pas durable et qu'il faut en sortir et en faire le deuil. Et il faut aller vers un autre modèle, lui soutenable, fondé sur la sobriété, avec des modèles économiques qui s'organisent dans des logiques de circularité, de multifonctionnalité, de solidarité. Mais ce modèle-là, nouveau, il n'est pas complètement apparu. Et donc, faire la transition, c'est accepter le passage de l'un à l'autre
et s'organiser pour ce faire. Et donc, dans l'organisation, on va retrouver là les territoires. Les territoires, ce sont ces bassins de vie, ces écosystèmes d'acteurs dans lesquels les acteurs publics sont présents, mais pas seulement, tout le reste, les 3/4 des acteurs, c'est les acteurs socio-économiques. Comment ces acteurs-là sont-ils en mesure non seulement d'assumer que l'ancien modèle est mort, et donc ça vaut pour chacun, par exemple dans son modèle d'affaires, quand on est une entreprise, comment on fonde un modèle économique basé sur des enjeux de recyclabilité, de soutenabilité, et quand on est un acteur public, comment on fait aussi le deuil d'un modèle d'aménagement du territoire, de conception de ce que sont les territoires, qui est lui aussi finalement hérité d'anciennes conceptions. Et donc, il faut tout revisiter. Et donc, les territoires, ce sont ces acteurs qui nous permettent de passer de l'un à l'autre. Finalement, la transition écologique, peut-être pour terminer là-dessus, on voit que ce n'est pas un enjeu simplement d'adaptation technologique. C'est vraiment une question de récit et c'est une question d'imaginaire, c'est-à-dire comment je me représente ce que est la richesse, par exemple, ce qu'est le développement, quels sont les besoins auxquels on doit répondre et comment y concourir ensemble. Alors, parlons maintenant peut-être plus précisément des quartiers prioritaires et sans doute plus généralement encore des quartiers pauvres des villes. Qu'est-ce que la transition a de spécifique sur ces territoires-là? Qu'est-ce que ça recouvre au juste, ce sujet des transitions dans les QPV? Et au-delà des injonctions qui peuvent venir du niveau national, pourquoi faut-il s'y intéresser? Même ce qu'on peut observer dans les quartiers, alors moi je ne suis pas un spécialiste des quartiers politiques de la ville ou des logiques de politique de la ville, et ce qu'on observe globalement, c'est que ce sont dans ces quartiers qu'on a le plus de vulnérabilité, le plus de difficultés liées au dérèglement que provoque le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité. C'est dans ces quartiers qu'on souffre en période de canicule des îlots de chaleur urbains. C'est là où il y a une plus forte inertie thermique. C'est dans ces quartiers généralement qu'on a accès à moins de biodiversité, moindre accès à la nature. L'accès aux ressources, finalement, est rendu plus compliqué. Donc, s'intéresser finalement à la transition dans ces quartiers, c'est d'abord répondre en fait à des besoins très concrets des populations qui y vivent. Avoir accès à un cadre de vie amélioré, avoir accès à des chemins pédestres avec des arbres et éventuellement des fruitiers pour pouvoir glaner des fruits, avoir accès à des investissements, des infrastructures culturelles, sociales qui embellissent la vie dans les cités, c'est quelque chose qui est du coup très important. Dans les quartiers, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a des comportements qui sont assez vertueux sur le plan des transitions, c'est-à-dire que par des logiques contraignantes, d'obligation, on a des logiques de solidarité, d'achat mutualisé, de glanage, finalement des gestes et des pratiques qu'on peut, du point de vue des transitions, considérer comme vertueuses. Mais ce qu'on observe aussi dans ces quartiers, là je fais référence à des travaux qu'ont mené des alliés de la Fabrique des transitions Artefact dans le Sanitas à Tours, c'est que les gens qui ont ces pratiques-là sont aussi honteux de les avoir. C'est-à-dire que dans le modèle dominant, dans le modèle qui dit ce qu'est la valeur, ce qu'est un mode de vie attractif, et bien finalement, avoir ce type de pratique, prendre les transports en commun, c'est pas vu comme quelque chose de vertueux dont on peut avoir fier. Du coup, traiter la question des transitions dans les quartiers, c'est non seulement améliorer le cadre de vie, essayer de généraliser un autre modèle agricole, des circuits courts alimentaires, penser la réhabilitation des bâtiments. Enfin, ce que je veux dire, c'est répondre à des problématiques dont souffrent, dans lesquelles ces habitants souffrent et sont, qui conditionnent leur cadre de vie. Mais c'est aussi travailler sur les représentations culturelles et les conceptions de ce qu'on est dans un quartier politique de la ville et de la place que joue ce quartier à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste. Donc, je dirais que les enjeux sont peut-être un peu plus prégnants dans ces territoires qu'ailleurs, et les solutions doivent nécessairement du coup s'adapter et essayer de se caractériser à l'aune de ce que ces quartiers ont comme problématique et comme logique, comme difficulté à résoudre. Et finalement, en préparant un peu cette intervention, je me disais, c'est vrai que quand on parle d'éco-quartier, par exemple, ça ne nous renvoie pas à la politique de la ville.
Dans l'imaginaire collectif, un écoquartier, c'est un quartier généralement pour classe moyenne ou aisée, dans un cadre de vie plutôt favorisé, construit en neuf avec des écomatériaux, enfin tout ce qui va bien sur le plan environnemental. Moi, je m'interroge pourquoi, quand on parle écoquartier, on ne pense pas aux quartiers prioritaires, ceux qui existent déjà, et pourquoi ce n'est pas des représentations spontanées qu'on a de réhabilitation de grands ensembles en participation active du public, avec des circuits courts alimentaires de proximité, accès à la nature, accès à l'eau. Enfin, finalement, les écoquartiers devraient être là en priorité. Donc, je pense que traiter de ces enjeux de transition en politique de la ville, c'est aussi reconsidérer la façon dont on envisage le développement territorial, la cohésion des territoires. Écoquartier, ça devrait être pour tout le monde. Et donc, un petit mot peut-être sur le pluriel du mot transition, puisqu'il y a une question qui est posée par un participant dans le chat. Comment s'entend ce pluriel par rapport au singulier de la transition, sous-entendu écologique? Oui, la difficulté du singulier, c'est qu'on va remettre dans un même paquet des tas de choses qui sont en fait très distinctes. Quand on parle de transition alimentaire ou de transition énergétique, on voit déjà que ce sont deux types de transitions qui s'attaquent à des modèles économiques et des filières industrielles ou pas, mais en tout cas qui sont bien ancrés dans l'histoire, dans les territoires. Et donc finalement, ce S à transition, il permet de découper un peu plus les différents enjeux auxquels on doit s'attaquer. Je parle de transition alimentaire, de transition énergétique, mais on peut aussi parler de transition au sens démocratique du terme. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transformation de nos modèles économiques, de consommation et de production sans penser la démocratisation de ces process. Et du coup, on retombe sur la place des acteurs publics là-dedans, c'est-à-dire leur capacité à créer les conditions de processus beaucoup plus participatifs dans lesquels les usagers, les parties prenantes ont leur mot à dire, ne sont pas juste consultés pour donner un avis, mais peuvent prendre une place active dans la conception et la mise en œuvre de ces politiques publiques. On ne fera pas de système alimentaire territorialisé en circuit court et de proximité sans impliquer les usagers, les producteurs potentiels, les consommateurs qui sont situés dans ces territoires. Donc voilà, transition au pluriel au sens où c'est une transition systémique qui revisite l'ensemble des enjeux, des filières, des secteurs de politique publique ou de projets de société dans lesquels on est. Merci Julien pour cette première séquence, cette première analyse des enjeux. Vous restez avec nous et on va poursuivre les échanges. Donc, je me tourne à présent vers nos deux autres invités. Philippe Baron, vous êtes vice-président de l'agglomération du Grand Auch dans le Gers. Vous portez la politique de la ville sur votre territoire depuis 2014, date à laquelle le quartier du Grand Garros est entré dans la géographie prioritaire. Donc, c'est un quartier de 2000 habitants qui est situé dans un environnement plutôt rural au sein de la communauté d'Auch, qui compte 22 000 habitants et agglomération qui en compte 31 000. Le Grand Garros est également inscrit dans la liste des quartiers d'intérêt national du programme national de rénovation urbaine et des opérations de renouvellement urbain sont en cours depuis quelques années et vont encore se dérouler pendant quelques années. Alors, première question, pouvez-vous en quelques mots nous raconter la genèse de ce projet urbain qui a une forte dimension environnementale et de nous raconter un peu quelle est l'ambition qui vous anime dans cette démarche? Oui, alors peut-être commencer par dire que la ville s'est engagée depuis longtemps dans le cadre de la transition et des prises en compte environnementales en déclinant tous ces projets dans le cadre des objectifs de l'agenda 21. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous d'intégrer ces dimensions dans nos politiques publiques. Sur le quartier du Garros, je veux préciser aussi qu'on a démarré cette réflexion avant d'être en politique de la ville, en mettant en place une gestion urbaine de proximité, justement pour aller au contact des habitants et voir avec comment on pouvait utiliser leur expertise d'usage pour améliorer les conditions de vie et les conditions de ce quartier. Il faut noter aussi qu'on a un quartier qui est très végétalisé, qui a toujours été végétalisé avec plusieurs poumons verts et donc un parc assez important sur le quartier, dont l'enjeu c'est de maintenir effectivement cet acquis-là, cet existant, de le valoriser, de l'améliorer, aussi dans le cadre du projet, ce qui nous tient à cœur, c'est de développer
les trams bleues, les trams vertes et surtout une nouvelle mobilité parce qu'on a un quartier qui est entouré par des voies de circulation mais aucune pénétrante à l'intérieur, pas de voies douces, pas de cheminement piétonnier bien identifié. Donc tout le travail de ce projet a été de redéfinir ce quartier en fonction de tous ces objectifs, en particulier les objectifs de mobilité pour de nombreux habitants qui ont peu de moyens de transport individuels. Donc, le transport en commun est très important aussi. Voilà. Et notre troisième objectif, c'est d'intégrer les habitants à ces réflexions. Donc, on a un conseil citoyen qui fonctionne depuis le début de la politique de la ville, depuis novembre 2014. Il se réunit tous les mois, une fois par mois. Et donc, c'est aussi une source pour nous de prise en compte des évolutions possibles de ce quartier. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du projet peut-être plus en détail à travers quelques actions qui sont emblématiques et qui illustrent à travers ou le volet mobilité, ou le volet énergétique, ou le volet citoyen, le sujet du jour? Alors, en termes de projet phare, il existait un foyer sur le quartier, le foyer Raymond Favre, qui était totalement obsolète puisqu'il avait été construit de briques et de broc à une époque très ancienne. Et donc, ce projet a visé la transition énergétique. Donc, c'est bâti avec des murs en paille, avec des murs végétalisés et du photovoltaïque. Voilà, donc il répond aux enjeux de la transition énergétique. C'est un projet qui vient d'être livré, donc qui est déjà investi par le Conseil citoyen, d'ailleurs, qui fait ses réunions. Ça, c'est un premier projet. Nous avons un autre projet, mais celui-là qui n'est pas encore abouti et qui répond peut-être à des enjeux évoqués par l'interlocuteur précédent. C'est un projet de culture urbaine, de maraîchage urbain sur les zones déconstruites qui sont en jachère pour l'instant. On a le projet de mettre des cultures maraîchères qui pourraient aussi agréger autour de ce projet nos lycées et collèges agricoles, ainsi que pour la transformation des produits qui seraient cultivés, les sections hôtelières de divers établissements. Donc c'est un projet que l'on est en train de construire, qui est un projet global qui, bien évidemment, intégrerait les habitants dans les objectifs qu'on se fixe et qui nous permettrait aussi d'être un outil pédagogique pour les écoles, pour faire passer aussi le message des circuits courts, des cultures, des produits de saison. Et un autre aspect que vous avez évoqué, c'est celui de la mobilité. Donc, effectivement, les problèmes de mobilité sont importants pour les quartiers en QPV, mais pour le territoire en général. Et là, on a négocié une nouvelle délégation de service public avec le prestataire et on est revenu vers les habitants pour savoir si les circuits qu'on a mis en place leur convenaient. Et on a trouvé des points qui faisaient problème sur la desserte de certaines zones commerciales. Donc, on a retravaillé avec les habitants pour redéfinir des circuits qui répondent plus à leurs attentes en termes de fréquence, en termes d'accès aux arrêts de bus. Et on a redéfini, on a refait un avenant à la convention pour améliorer la desserte du quartier. J'entends beaucoup de projets, beaucoup de maîtrise d'ouvrage public avec les aménagements extérieurs, les équipements publics. Bon, il y a aussi le logement, donc le bailleur. Quel rôle joue-t-il là-dedans et comment il a partagé cette ambition durable, cette ambition transition et comment ça se traduit? L'ensemble des bâtiments qui n'ont pas été déconstruits ont été retraités en isolation thermique par l'extérieur et en résidentialisation des pieds d'immeubles. Donc, ce qui veut dire qu'on a revégétalisé, qu'on a changé les arbres qui étaient trop vieux et qu'il fallait détruire. Donc, tout cet aspect-là a été retraité aussi, ainsi que la végétalisation de certaines façades est prévue. Donc, il a été prévu la végétalisation d'une partie des façades nouvellement isolées. Peut-être une dernière question, et on reviendra sur votre expérience tout à l'heure. Quel est le programme là? On a un programme qui court jusqu'à quelle échéance? C'est quoi les grandes étapes du projet à venir?
Là, nous avons d'autres projets qui sont en cours de construction, notamment une crèche qui est en cours de construction et un centre de formation. Et je crois qu'aussi, dans les programmes de transition, il ne faut pas oublier la formation qui est importante. Et on a appris aussi récemment une nouvelle. On va accueillir dans ce centre de formation qui va voir le jour très prochainement en termes de bâtiments, l'école régionale du numérique. Voilà, donc on aura l'école régionale du numérique qui sera sur le quartier en QPV, ce qui participe aussi, la dynamique formation est importante aussi dans la transformation des quartiers. Merci Philippe pour cette présentation. Et moi, j'entends ici donc un projet global, ambitieux, où les questions de mobilité, d'énergie et on va dire d'espace vert sont vraiment très très prégnantes dans la structuration du projet. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a de la citoyenneté, il y a de la formation. L'éducation, la santé. Il y a du soft aussi, mais c'est vrai que sur le volet hard, et ça tombe bien, on est sur un projet de rénovation urbaine, il y a quelque chose d'assez marqué, d'assez ambitieux sur ce point-là. Merci, Monsieur Baron. Anne Defresne, vous êtes donc en charge de la cohésion sociale à l'agglomération du Grand Angoulême et vous êtes là pour nous parler donc de ce projet mené avec les fabriques prospectives. Alors, les fabriques, c'est une offre d'ingénierie financée par la NCT qui permet à des territoires d'être accompagnés pour travailler sur des projets de transition. Le Grand Angoulême s'est lancé en 2020 dans le cadre de cette fabrique accessibilité à une alimentation durable et de qualité pour tous dans les QPV. C'est un peu long, désolé. Ce projet a porté sur un QPV en particulier parmi les 5 QPV de l'agglomération du Grand Angoulême. C'est le quartier de Basso-Grande-Garenne. Il est situé sur la commune d'Angoulême et il compte un peu plus de 3000 habitants environ. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce projet-là qui était un premier projet sur cette thématique de la transition, je crois? Un premier projet à l'échelle d'un quartier, parce qu'en fait, il y a un contexte, effectivement, pour travailler sur ce genre de sujet. Il faut savoir qu'à l'agglomération, il y a très longtemps qu'on travaille sur le développement durable. On a, je pense, une quinzaine d'années de pratique du développement durable, avec tant du côté des élus que du côté des services, tout un travail de sensibilisation, d'acculturation, de travail décloisonné entre ces dimensions de l'économique, du social et de l'écologie, si on peut le dire. Ça fait depuis, je crois, 2019 qu'on met les ODD, ces fameux objectifs de développement durable, sont obligatoires dans toutes les délibérations du Conseil communautaire. Voilà. Donc, c'est aussi tout cet héritage-là quand même qui est intervenu quand on a travaillé sur l'alimentation durable sur le quartier de Basso-Grande-Garenne. On a aussi une antériorité en matière de santé. Depuis 2018, on a un chargé de mission santé et on travaille beaucoup en faveur avec l'ARS, en faveur des études d'impact en santé, les fameuses EIS. On en a 2 de réalisées dans le cadre de nos 2 quartiers en opération de renouvellement urbain actuellement. Donc, on a aussi ce travail-là qui vient à nouveau travailler les questions des conditions de vie, du cadre de vie, de l'impact de l'alimentation et ce lien avec la santé qui, évidemment, dans le champ de l'alimentation était quand même assez essentiel. Donc on a ce travail-là. On a aussi un projet d'agglomération depuis 2018 qui vise la cohésion sociale et qui exige ce décloisonnement aussi des différents piliers, des différents champs d'action. Donc on a déjà cette pratique-là. Quand est intervenue la proposition de la NCT de participer à cette fabrique, donc la fabrique c'est effectivement une année d'ingénierie qui vous est proposée avec un bureau d'études. C'est 4 ateliers de travail localement, donc ça va assez vite quand même, et c'est 4 ateliers nationaux avec les élus qui échangent avec 3 autres territoires, parce que c'était pas spécifique à Grand Angoulême, on était aussi 4 territoires nationaux à avoir participé. Donc c'est un travail assez rapide, mais par contre qui a l'intérêt d'amener des questions. Alors, d'amener effectivement la déclinaison de ce qu'on peut travailler par ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui était développement durable, la santé, etc., de l'amener à l'échelle des quartiers. Mais de sortir aussi du modèle qu'on connaît tous sur les quartiers prioritaires de l'alimentation, qui est souvent l'aide alimentaire,
l'épicerie sociale, l'animation autour de l'alimentation, donc manger équilibré, les achats, etc. Et puis qu'on lie en général avec la santé, avec des ateliers santé-vie. Donc ce schéma-là, on le maîtrise bien, on le travaille beaucoup. L'intérêt de la démarche de prospective alimentaire, ça a été d'aborder différemment l'alimentation, c'est-à-dire notamment se poser la question des achats. Les habitants, ils ne sont pas que passifs en alimentation, c'est-à-dire qu'ils ne font pas que recevoir de l'alimentation qu'on leur donne. Ils ont quand même une part de choix qu'ils effectuent dans leurs achats. Et questionner les achats, c'était questionner ces choix, les possibilités du choix, puisqu'il y avait quand même 3 dimensions dans la fabrique, l'accessibilité physique, l'accessibilité financière et culturelle. Et effectivement, on s'aperçoit quand on questionne les lieux d'achat, par exemple, que le réseau de transport en commun est extrêmement prescriptif. On va acheter là où le bus vous emmène. Et là, vous pouvez ramener vos courses aussi, parce que ça pèse lourd, les courses. Donc, et là, on s'est rendu compte qu'il y a toute une cartographie autour du quartier, alors qui va plus ou moins loin. On n'est pas sur des quartiers très, très équipés en commerce. C'est très compliqué à l'échelle d'un quartier de faire vivre des commerces dans une ville moyenne, parce que très vite, vous avez les grandes surfaces, les discounters, etc., qui sont jamais très loin. Et ça vaut le coup de se déplacer par rapport à un commerce de quartier. Donc voilà, on a quand même une vue très différente de considérer l'alimentation. On se rend compte que quand on a travaillé avec quelques mères de famille, parce que là aussi, dans les représentations, on a quand même alimentation égale souvent mère de famille. Par contre, quand on interroge, on a une structure d'insertion de maraîchage sur ce quartier. Là, on est plutôt dans du masculin. On a du mal quand même à casser aussi ces modèles-là. Mais il y a quand même des représentations aussi culturelles qui méritent d'être interrogées. Il y a des pratiques, il y a de la sensibilisation à ce qu'est l'alimentation durable, à ce qu'est l'alimentation biologique. Après, il y a des problèmes véritablement financiers. Vous parliez des circuits courts. C'est compliqué d'amener des circuits courts. On avait sur ce quartier, et c'est ce qui avait motivé son choix pour cette fabrique prospective, à la fois un travail sur une épicerie sociale, une épicerie solidaire et un jardin partagé. C'est-à-dire que ça permettait, et porté par la structure d'insertion qui a le maraîchage. Donc on avait comme ça une boucle assez vertueuse de travail qui était assez avancée, mais qui continuait à poser des questions, même s'il y a un gros travail sur les circuits courts à l'agglomération, puisqu'on a la chance d'avoir aussi une politique agricole et alimentaire structurée avec une direction spécifique des charges d'émissions depuis 2018. Et tout ce travail sur des opérations que vous connaissez, bien manger à l'école, espace test agricole, circuits courts, une réflexion sur un marché d'intérêt local. On a une monnaie locale également. Donc on a le schéma, mais en revanche, le faire aller jusqu'au quartier et le faire animer, c'est le dernier maillon qui n'était pas fait. Donc la fabrique prospective, elle a mis le doigt là sur un endroit où il a fallu travailler ça. Il a fallu bien sûr remonter le travail pour aller voir c'était quoi les circuits courts, etc. D'où moi j'ai collaboré avec mes collègues de cette direction aussi pour la première fois, parce qu'on ne s'était pas trouvé de sujet. Bon, je crois que là on en a un pour quelques années maintenant. Mais il y a ce sujet qui permet d'être questionné, mais qui, vous le disiez, c'est tout un schéma qui doit être questionné. Donc c'est le bout d'un schéma. Je ne vais pas tout détailler ce qui peut se faire à l'agglomération, mais il est évident que si ce travail-là n'est pas déjà amorcé, j'aurais débarqué avec mon sujet alimentation à Basse-au-Grande-Garenne, il n'y aurait certainement pas eu autant de monde à l'atelier. Ça intéresse beaucoup les acteurs locaux. Faut pas être non plus dans le découragement. C'est vrai que c'est un peu nouveau et c'est complexe, mais les acteurs de quartier, certainement un peu comme vous pour le rue, ils sont vraiment motivés pour aller vers ce travail-là. Et du coup, les ateliers en question, là, ils ont rassemblé qui ? Parce que Alors, il y avait à la fois les acteurs qui sur le quartier portaient le projet épicerie sociale, épicerie durable, puisque c'était essentiellement la régie de quartier, deux centres sociaux associés, plus la maison des habitants du quartier de Basso. Mais après, on avait l'ensemble du réseau des partenaires aussi agricoles. Alors, il y avait des citoyens, le conseil citoyen, bien sûr, des habitants en focus group qui ont été consultés. Et vous aviez l'essentiel des associations qui avaient travaillé notamment sur ce jardin, qui pouvaient être aussi bien
l'AMAB, les jardins d'Isis, c'est-à-dire les associations qui, chez nous, animent des ateliers autour de l'alimentation et autour du jardinage. Vous aviez aussi, bien sûr, les écoles, vous aviez la restauration scolaire, vous aviez les collègues des mairies sur le développement durable, parce qu'effectivement, à Angoulême, ils travaillent un projet de plantation d'arbres fruitiers dans les différents quartiers, pas que les QPV, mais voilà. Donc, on a un spectre assez large d'acteurs. C'est vrai que je dis, tout le monde est intéressé avec une grande transversalité d'acteurs, tout le monde. Et c'est pour ça que en 4 ateliers, on balise pas tous les dossiers, mais on identifie quand même pas mal de sujets. Mais il y a un spectre d'acteurs très large qui peut intervenir et qui est intéressé pour le faire et de le faire ensemble. C'est ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, le projet, il est terminé depuis peu, je crois. Ça aboutit à quoi ? Alors, la fabrique, elle est en cours de restitution. On est en train, enfin, la NCT est plutôt en train de rédiger, nous, on relit le document qui pourra être, qui sera diffusé après nationalement. On a un plan d'action, c'est-à-dire que les 4 ateliers et les 4 nationaux servent à nous restituer une feuille de route, alors qui est relativement succincte. Hein. Voilà, là on est prêt nous à continuer un peu avant d'arriver à pouvoir écrire le pilier transition du prochain contrat de ville. Il y a encore de la marche, mais on a une feuille de route très concrète de 15 actions qui balise l'ensemble des solutions qu'on pourrait être proposées ou des axes de travail qu'on pourrait être proposés pour continuer et maintenant le mettre en œuvre aussi à plus ou moins brève échéance. Donc cette feuille de route, elle est validée politiquement à l'échelle du territoire. Oui. On est en train de la transformer en un petit 4 pages un peu sympathique à lire, parce que les restitutions d'études, pour les spécialistes, c'est toujours intéressant, mais bon, voilà. Donc oui, c'est 15, il y a 15 actions validées, mais approfondies. Merci Anne pour cette présentation. Alors, je vais redonner la parole à Julien. Vous intervenez au sein de la fabrique auprès de nombreux territoires. Vous avez travaillé précédemment en collectivité. Donc, comment vous réagissez par rapport à ce que vous venez d'entendre? Comment ça fait écho par rapport à tous les accompagnements que vous mettez en place et quelles expériences autres vous avez envie de partager là dans cette séquence de mini benchmark? Ce que j'entends, c'est que la question de la participation des publics est au cœur des processus, qu'il y a énormément de difficultés dans la mise en œuvre des programmes parce que ça réinterroge la chaîne de commande, le mode d'organisation du travail, la façon de coopérer avec des acteurs qui ne sont pas dans nos organisations. Donc ça, c'est des problématiques qu'on retrouve vraiment partout. Et peut-être en termes de retour d'expérience sur les territoires qui sont pilotes des questions de transition écologique, en fait, ce qu'on observe généralement, c'est que ce sont des territoires qui ont travaillé la dimension culturelle. Et donc, ça peut paraître un peu à côté de la plaque ou pas complètement dans le sujet, alors qu'en réalité, c'est au cœur du réacteur parce que la transition, je disais, c'est une question de deuil d'un modèle hérité du passé auquel on est fortement attaché pour des tas de questions sociaux, économiques, mais aussi émotionnelles. Je veux dire, c'est ce qui nous fonde. Et donc, finalement, on ne fera pas la transition qui consiste à changer nos modes de vie, à organiser les rapports de production et de consommation différemment, si on ne traite pas aussi la dimension culturelle de cette transformation. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit d'un quartier qui se met en transition ou d'une ville? Et donc, ces territoires en transition, généralement, il y a un gros travail fait sur la dimension rétrospective du passé. On ne fait pas du renouvellement urbain comme ça, en écrasant ce qui existait, et y compris l'histoire des populations, des gens qui ont habité ces quartiers, sans faire beaucoup de casse sociale. Donc, considérer d'où ça vient, d'où on vient, quelle est l'histoire, c'est aussi créer les conditions pour engager le mouvement vers d'autres façons de penser le développement de son territoire. Donc, la dimension culturelle, elle est vraiment centrale. Et dans la dimension culturelle, c'est les questions des récits. C'est-à-dire comment on met en récit, comment on raconte finalement changer ses habitudes de consommation, descendre peut-être à un autre arrêt de bus ou faire quelques pas supplémentaires. Comment on raconte la plus-value qu'on y gagne et en même temps les efforts qu'on y fournit. Et comment ces récits-là permettent de rendre compte à la fois des efforts et des gains nouveaux qui sont soit demandés, soit obtenus. Et dans ces territoires en transition, c'est vraiment une question clé, c'est-à-dire qu'avant de passer à la contractualisation, c'est-à-dire au dispositif normatif et institutionnel qui dit comment on va faire, ce qu'on va faire, il y a vraiment un travail qui est beaucoup moins administratif, beaucoup plus culturel, social, artistique presque. Et ça, c'est aussi des leviers de mobilisation parce qu'on se rassemble autour d'histoires qu'on a envie de partager.
Est-ce que vous pouvez nous donner justement un exemple d'un territoire qui a utilisé la dimension culturelle et l'histoire passée et le récit peut-être futur Oui. pour se mettre en mouvement? Bah alors, j'en ai un que je cite facilement puisque j'y ai Allons-y. travaillé pendant quelques années. Donc, c'est la ville de Loos-en-Gohelle qui est basée dans le bassin minier à côté de Lens. Donc, c'est un territoire qui fait 7000 habitants et au final qui est un territoire équivalent d'un grand quartier, d'une grande métropole française, si on le prend en logique de subsidiarité, de complémentarité d'échelle. Donc voilà, 7000 habitants dédiés à la production de charbon, parce que c'est le bassin minier. Donc pendant près de 3 siècles, c'était le charbon, le charbon, le charbon. Et tout d'un coup, le charbon disparaît, enfin tout d'un coup, en l'espace d'une génération. Donc c'est à la fois long et en même temps très peu pour réussir à s'adapter et anticiper toutes les difficultés qui allaient être occasionnées. Et Loos-en-Gohelle, avant même la fermeture de la dernière mine, c'est-à-dire en 1986, 2 ou 3 ans auparavant, lance un festival culturel participatif. Ça peut paraître complètement fou parce que les réseaux d'eau sont cassés, il y a des affaissements de terrain, les logements sont mal isolés, il n'y a plus de charbon, donc plus d'énergie gratuite. Donc d'un point de vue précarité énergétique, c'est assez violent ce qui se passe à ce moment-là. Et la ville, bizarrement, investit dans une dynamique culturelle. Et cette dynamique culturelle vise à faire quoi? Eh bien, à raconter le territoire par les habitants, pour les habitants. C'est-à-dire qu'on va rédiger des spectacles, les mettre en scène, les mettre en chanson. On va faire énormément de mobilisation populaire pour confectionner les décors, confectionner les costumes. Et en fait, ces spectacles vont être chantés, racontés dans des représentations publiques. Il y a eu aussi des concours de décoration des paysages. Les terris, c'est les rebuts de l'exploitation minière, c'est les décharges à ciel ouvert. C'est des choses qui, pour les habitants à l'époque, quand ils ouvrent leur volet, c'est pas joli, c'est pas beau. Ça ne dit pas finalement qui ils sont en termes de fierté. Ça leur renvoie plutôt à un récit dominant de gueule cassée, de gueule noire, de gens qui sont finalement les derniers de la classe en quelque sorte. Et donc, travailler par exemple sur du land art, mettre de la craie au sommet des terris, ça fait un sommet neige éternel. Et tout d'un coup, les terris, bah, c'est plus des décharges, ça devient des montagnes. Et donc, ça paraît anecdotique, mais on voit au bout de 30 ans, et on parlait de résultats, la chance de ces territoires en transition pionniers, c'est qu'ils ont 30 ans d'expérience, voire plus certains en la matière. On sait dire que sans avoir démarré par ces dynamiques culturelles et narratives, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui. Ou à l'inverse, en tout cas, personne ne peut nous démontrer que si on ne l'avait pas fait, on aurait eu les mêmes résultats. Autrement dit, la démonstration de la méthode de conduite de changement, elle est assez compliquée dans les logiques d'indicateurs classiques qu'on a à court terme, mais sur du temps long, en fait, on voit que c'est constitutif d'une autre façon d'appréhender le territoire. Et alors, tout d'un coup, c'est plus facile de mobiliser les gens. S'ils sont un peu fiers de là où ils habitent, s'ils ont envie de préserver leur patrimoine, s'ils sont conscients qu'il y a un récit alternatif qui s'invente dans lequel ils peuvent être partie prenante, c'est-à-dire reprendre prise, être héros de l'histoire qui va se dérouler. Et là, on retombe sur le rôle des acteurs publics, c'est-à-dire leur spécificité là-dedans, c'est d'en garantir les conditions de réalisation. C'est pas d'écrire le récit à la place des autres. Alors, on a entendu un certain nombre d'expériences être racontées. Alors, si on prend un petit peu de recul maintenant par rapport à ces expériences-là de terrain pour réfléchir ensemble aux leviers d'action, finalement, on commence à y venir un petit peu avec votre dernière intervention, Julien. Quel levier peut-on activer lorsqu'on est un territoire qui souhaite travailler sur les transitions dans les QPV? Monsieur Baron, si on revient à ce que vous mettez en œuvre sur le territoire du Grand Auch, enfin sur ce QPV, quels sont les grands enseignements que vous retenez aujourd'hui des actions que vous avez menées ou initiées, qui sont en cours sur le Grand Garros? Qu'est-ce qui a, selon vous, bien fonctionné et quelles sont les principales difficultés auxquelles vous vous êtes heurtés? Je pense que ce qu'a amené le contrat de ville et le QPV, c'est de coordonner les acteurs, de se mettre tous autour d'une table et de se fixer un objectif commun. Et je crois que ça, c'est très important si on veut assurer une transition, quelle qu'elle soit. C'est vraiment que tous les acteurs puissent être autour de la table et de comprendre les enjeux pour un quartier, mais pour un territoire, parce que notre ambition va bien au-delà du seul quartier du Grand Garros, même si c'est un peu
un lieu d'expérimentation, mais il sera bon que dans l'avenir, on puisse étendre cette expérimentation à l'ensemble du territoire. On parlait de culture, on en est, je crois, à la 5e résidence d'artistes sur ce quartier, et je pense que le fait culturel est aussi un fait qui permet aux habitants du quartier et aux extérieurs du quartier à voir le quartier d'une autre manière et à l'investir d'une autre manière. La dernière restitution de la résidence d'artistes qui a eu lieu sur le quartier, symboliquement, c'est une file de ferristes qui a réuni les 2 tours qui vont être déconstruites, a réuni 4000 personnes. Voilà, donc ça va bien au-delà et ça permet aussi d'accompagner les changements que vous évoquiez, le changement de culture, le changement d'image et comment on peut investir un territoire en changement. Mais après moi, ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que justement cette dynamique qui a été créée autour de l'ensemble des partenaires, de la santé, de l'éducation, les bailleurs publics, les institutions locales, puisse perdurer au-delà du seul contrat de ville pour que cette dynamique qu'on a pu construire collégialement puisse continuer à apporter des réponses en termes en particulier de transition énergétique, mais aussi en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de mobilité, parce que l'aspect mobilité est très important et compliqué sur notre territoire, hein, parce qu'on est une agglomération de 34 communes dont la majorité sont rurales. La mobilité dans le milieu rural est un énorme problème. Sans la voiture, on ne se déplace pas. Or, il y a bien des gens qui ont besoin de se déplacer. Donc, il y a toutes ces questions qui sont notre préoccupation. L'aspect alimentation est au cœur de nos préoccupations. On a une cuisine centrale qui est à 30% des repas biologiques, des repas bio, mais on va continuer à développer cette filière-là, en circuit court, bien sûr, mais il faut apprendre aussi, et c'est là aussi, on a un programme sport et santé qui nous permet d'étayer aussi notre démarche, en apprenant aux enfants à manger des produits de saison. Ben oui, les tomates pas en décembre, les choux pas au mois d'août, c'est toute une culture qu'il faut, une acculturation pour s'approprier une culture en plus. Nous, dans le secteur rural dans lequel nous sommes, une culture qui était la nôtre il y a quelques décennies, hein, on mangeait ce qu'il y avait dans le jardin. Et voilà. Donc, réinvestir ces aspects-là culturels qu'on a perdus, mais qu'on peut tout à fait réinvestir, avec aussi des populations. On a un quartier qui est pluriethnique, donc il faut aussi... pas harmoniser, loin de moi cette idée, parce que ce serait très négatif, et la richesse du quartier est peut-être aussi qu'il soit pluriel, c'est de voir comment on peut composer avec les différentes cultures qui sont sur ce quartier, que ce soit en termes d'ailleurs culture purement ou en termes d'alimentation, voir quelles sont les richesses des uns et des autres, et de partager cela. Merci Philippe. Alors Anne, même question. Quels enseignements vous retirez de cette expérimentation avec la NCT en termes positifs, en termes de freins, de difficultés ou de défis pour la suite? Ben, je crois qu'il y en a une. Alors, je vais le dire devant un élu, mais il y a quand même une volonté politique. Il faut être clair, ça aide quand même beaucoup. Quand la NCT nous a fait la proposition, nous, techniquement, on y voyait un intérêt à travailler ces sujets-là, parce qu'on voyait les enjeux, mais on a 2 élus qui n'ont pas réfléchi plus de 3 minutes pour nous dire oui, bah, bien sûr, on va y aller. Voilà. Donc, c'est vrai que quand vous avez ce genre de décision rapide, alors c'est des élus qui se connaissent, ils sont dans la même mairie, ils ont la même pratique, c'est pas des élus récents, enfin voilà, certes, mais après tout, ils ont chacun leur champ, ils ont chacun leurs enjeux. Hein. Les enjeux, c'est comme les services, les élus, ça travaille aussi sur des champs spécifiques, ils ont leur délégation. Là, voilà, on avait quand même ce double portage politique qui était une des conditions pour la NCT, mais voilà, il était évident. Donc, ça aide quand même de travailler dans un cadre où les élus sont porteurs des enjeux et on les retrouve dans notre projet d'agglomération. Donc, nous, on est sur ces enjeux-là jusqu'à 2030, ce qui va quand même faciliter, évidemment, le travail dans le cadre du prochain contrat de ville. Ça fait quand même partie ça donne un cadre et ça impose aussi de la transition, de
une transition, c'est bon de le dire aussi, dans les services, pour de la coordination et de la coopération. Quand les élus eux-mêmes ont ce cadre, ça facilite. Alors, chez nous, il y a des habitudes, mais ça n'empêche pas. Ça autorise et ça facilite le décloisonnement et le travail entre services. Et après, avec les réseaux qu'on a tous différents, mais ça permet aussi de donner du sens. Parce qu'il faut aussi une stratégie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des élus motivés, mais voilà, il faut aussi quand même avoir des enjeux bien posés. Il faut qu'il y ait une stratégie qui permette d'avancer. Sinon, personne ne sait trop dans quel cadre on va. Le risque du contrat de ville, on le connaît tous, c'est d'aller s'éparpiller dans tous les sens. Ce qu'on a vécu sur presque 40 ans de politique de ville. Donc, tout le monde le dit, à un moment, il faut resserrer. Peut-être que là, voilà, là c'est le moment à la fois de resserrer, mais c'est le moment aussi d'ouvrir, parce qu'avec les transitions, la question de la mobilité, de la santé, de l'alimentation et de beaucoup d'autres choses derrière, elles y seront. Donc, si on veut maîtriser ça sur 6 ans avec des choses un peu efficaces, je crois qu'il faut aussi une stratégie portée par les élus, puis qui sera déclinée techniquement. Il y a des documents pour ça. Enfin, je veux dire, techniquement, on peut s'appuyer sur, on a des plans climat, on a des plans mobilité, on a tout un tas de plans. Ils sont là, les enjeux. Par contre, faut se les approprier, faut aller vers les services qui les ont en main, qui eux n'ont pas les quartiers, la connaissance quartier, et c'est pas toujours facile. Donc voilà, moi je pense que si la fabrique a facilité ça, c'est aussi parce qu'il y avait une volonté politique. On a un cadre stratégique qui se construit. C'est presque évident. Donc le portage politique a été très facilitant pour démarrer. Oui. Et du coup, au final, vous vous retrouvez au bout d'un an avec une feuille de route et une quinzaine de fiches d'actions qui vont, je suppose, venir nourrir le projet de territoire qui va s'incarner dans le contrat de ville. Ah bah oui, nous c'est déjà posé. Enfin, on sait que le pilier transition du futur contrat de ville, on n'attend pas de savoir ce qu'on veut qu'on mette dedans. Nous, il est très clair. Entre le projet d'agglomération qu'ont les élus, avec en plus on a une dizaine de feuilles de route internes à l'agglomération sur la cohésion sociale, et ce plan d'action qui est là, nous c'est quasiment tout tracé. Quand on préparait ensemble cette intervention, vous avez quand même dit qu'il ne fallait pas sous-estimer le poids de la configuration physique des bureaux au sein de l'agglomération, parce que vous nous avez raconté à quel point le fait que vous ayez votre collègue de l'aide du service alimentation en face de votre ordinateur avait pu contribuer de manière incroyable à la fluidité des échanges et à ce décloisonnement qui est tellement nécessaire. Ben oui, ça c'est les aléas, enfin c'est les effets du hasard, c'est le phénomène machine à café. Il se trouve qu'effectivement, moi, pour des questions alors très très pratico-pratiques de locaux, je suis pas assez, mais mon bureau n'est pas dans ma direction hiérarchique, elle est là où j'étais auparavant, et je partage le bureau avec la chargée de mission alimentation, et on est très proche de l'ensemble du service agriculture alimentation. Donc alors effectivement, pour échanger, c'est très facile. Nous, c'est du matin au soir, enfin, quand on n'est pas en réunion. Alors, voilà. Donc, on n'a pas laissé passer grand-chose depuis la fabrique en relecture de documents, en questionnement, en interrogation, en demande à ton élu, moi je demande au mien. Enfin, voilà. Oui, ça facilite, mais moi, ça fait 20 ans que je suis à l'agglomération. Bon, je ne serais pas à côté, même si elle avait été à l'autre bout, je serais allée les voir. Mais c'est pour ça que je dis, allez vers vos collègues, demandez-leur leurs documents stratégiques, lisez-les, posez-leur des questions. Nous, on a passé cette étape-là. C'est-à-dire que là, les collègues, ils sont venus nous voir. En ce moment, on a un PLUI en cours, comme tout le monde, toutes les grosses démarches, voilà. Ils sont venus vers nous, on a travaillé ces réunions-là, on est une direction de la cohésion sociale, mais parce qu'on a ce passé de travail en commun que vous décriviez, qui est acquis. Pratiquement. Par contre, ce qu'ils n'ont pas acquis, c'est la dimension quartier. Là, ils comptent sur nous, c'est ce qui est normal. Mais effectivement, oui, des fois, il y a des choses très, très conjoncturelles, comme être dans le même bureau. Oui, je crois que il y a une chose qui est très important. C'est vrai qu'il faut arriver, nous aussi, à décloisonner, même entre élus. Parce que moi, en politique de la ville, je n'ai rien, en fait. Parce que la cuisine centrale, c'est pas moi qui la gère. Le scolaire, c'est pas moi qui le gère. La culture, c'est pas moi qui gère. Je gère rien, en fait. Par contre, je suis au cœur de la coordination de toutes les actions qui peuvent être menées. Et je crois que là aussi, c'est bien d'avoir un bureau en face et d'être en proximité. Et puis, on est à cheval sur un projet ville et un projet agglo. Et il faut que les élus culture, c'est agglo, scolaire, c'est ville. Il faut que tout se coordonne et qu'on soit d'accord sur les objectifs à atteindre. Et je crois que ça, c'est le cœur du réacteur. Là. C'est vraiment la coordination et les objectifs qu'on se fixe collectivement. Voilà. Et quand on est en phase avec ces objectifs, bon, les choses sont plus faciles. Ça reste quand même compliqué dans nos institutions. Et avec les élus, rien n'est jamais simple. Mais
mais bon, c'est quand même un aspect aussi d'acculturation sur l'approche politique des choses aussi, que l'on doit faire nous-mêmes pour avancer ensemble. Alors Julien, peut-être pour prolonger ce qui vient d'être dit, est-ce que, à la lumière de nos échanges et puis aussi de la longue expérience d'accompagnement des territoires qui est la vôtre, est-ce que vous pouvez peut-être essayer de nous proposer une modélisation des enseignements un peu génériques que l'on peut tirer de ces démarches de transition qui sont menées dans les quartiers populaires? Oui, très bien. On a effectivement été repéré dans les territoires pilotes des enjeux de transition, c'est-à-dire de transformation de ces territoires, quels étaient les invariants, c'est-à-dire les principes directeurs qui sont communs de territoires qui ont des résultats opérationnels en matière de transformation du modèle agricole, de transition énergétique, d'autres dispositifs de mobilité et de démocratisation interne. En fait, ce qu'on a repéré, c'est d'abord ce que vous pointez tous les deux, c'est-à-dire la dimension systémique des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il faut accepter d'attraper les enjeux et de se laisser déborder par eux. Ça déborde forcément du cadre. Et on a besoin d'aller chercher le collègue qui a la responsabilité de telle ou telle politique publique, de tel ou tel portefeuille budgétaire, avec cette coordination du DGS, du numéro 1 de l'exécutif, mais aussi des partenaires institutionnels, l'État. Voilà. Cette dimension systémique, elle est au cœur. Par contre, on ne peut pas l'attraper comme ça aussi facilement qu'on voudrait, parce qu'elle demande effectivement beaucoup d'interconnaissance. C'est en fait un deuxième enjeu, c'est celui de la coopération. Pour aller chercher le systémique, il faut qu'on repose dans un régime de coopération. Et en fait, ce n'est pas du tout le régime dans lequel on est habituellement. Le modèle d'hier dans lequel on est encore englué, c'est à la rigueur la coordination, c'est-à-dire qu'on se répartit bien les tâches, mais des tâches bien cloisonnées les unes des autres. Et on se répartit bien les compétences. À toi, l'économie, à toi le social, à toi l'environnemental, à toi ceci, à toi cela, et chacun dans son coin. Et donc en fait, il faut réussir à basculer et mettre en place un régime de coopération. Et en fait, c'est le phénomène machine à café dont vous parliez. C'est-à-dire, ce phénomène machine à café, on se croise, on discute, et généralement, quand il y a des responsables hiérarchiques qui rentrent, les conversations s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'on parle des vrais sujets. On parle des vrais sujets entre pairs, c'est-à-dire entre celles et ceux qui sont concernés par un même regard sur une politique donnée, sur un projet donné. Il faut réussir dans ces territoires à professionnaliser cet effet machine à café, c'est-à-dire d'avoir des vrais espaces de retour d'expérience. On peut continuer à boire le café, mais on peut aussi se raconter les échecs, les bugs et les réussites qu'on a vécues. C'est-à-dire arrêter de coordonner le qui fait quoi pour faire quelque chose demain, revenir sur qui a fait quoi comment hier par rapport au projet qu'on a mené avant, pour en tirer les leçons. Et ça, on peut le faire avec les parties prenantes, avec les citoyens, avec les autres acteurs institutionnels. Donc voilà, dimension systémique, dimension de coopération. Ensuite, cette question de la coopération, elle repose aussi sur la capacité à aller chercher l'engagement des acteurs. On ne coopère pas parce qu'on a décrété qu'on coopérait. On coopère parce qu'on a envie, c'est-à-dire qu'on est dans un récit de désir de coopération et parce qu'on y trouve un intérêt. Donc, ce qu'on a repéré aussi dans ces territoires pilotes, c'est qu'ils ont la capacité à créer de l'intéressement, à générer de l'engagement. Et en fait, de manière assez contre-intuitive, on ne génère pas de l'engagement, on accueille des formes d'engagement qui s'expriment déjà. Et ensuite, on les fait converger. Il y a beaucoup de dynamiques critiques dans les territoires. Il peut y avoir des pétitions, il peut y avoir des gens qui râlent, des gens qui ne sont pas contents, qui expriment des désaccords. Et finalement, ces territoires pilotes en matière de transition, ils vont chercher ces désaccords, ils vont chercher ces disputes et ils les organisent. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent le droit de celles et ceux qui sont critiques d'exprimer une critique et ils créent le cadre collectif dans lequel cette critique peut s'exprimer et rencontrer d'autres points de vue qui peuvent atténuer la critique, voire la transformer. Voyez, donc ça repose sur des mécaniques d'animation de territoire, de facilitation de l'intelligence territoriale qui font qu'en fait, ces territoires pionniers, ils ont investi aussi dans des moyens humains pour animer et faciliter cette intelligence territoriale. Ça ne se fait pas à dire d'experts dans le bureau derrière l'ordinateur. Ça se fait sur le terrain avec les gens. Et là, le rôle des élus retrouve toutes ces lettres de noblesse, c'est-à-dire d'être avec les acteurs, de faire remonter les critiques, etc. Donc, systémie, coopération, créer les conditions d'engagement à partir des formes d'engagement qui s'expriment. Et le dernier principe, c'est celui d'évaluer la valeur qu'on crée. L'évaluation de la valeur, ce n'est pas l'évaluation ex post qui vient contrôler si on a bien fait tout ce qu'on a dit qu'on allait faire dans le contrat.
C'est de l'évaluation initinérée qui crée un espace type machine à café, type retour d'expérience, dans lequel on peut interroger non pas seulement la qualité du résultat, mais aussi la qualité du processus. Parce que comme en démocratie, la transition, le processus est aussi important que le résultat. Parce que c'est lui qui va conditionner notre capacité à agir ensemble. Donc, il faut revoir les formes d'évaluation et il faut revoir les formes d'évaluation avec les financeurs des projets qui doivent être évalués. Et quand on réunit ces 4 principes, qui peuvent paraître un peu abstraits ou un peu en l'air, mais qui s'appliquent concrètement à des projets avec des vrais gens, des vrais acteurs, des vraies situations et des vraies problématiques et des vrais conflits potentiels, alors on transforme le mode organisationnel. Et avec cette organisation différente, on est capable d'attraper la transition énergétique, la transition alimentaire, la transition en matière de mobilité, c'est-à-dire d'attaquer l'ensemble des enjeux de façon transversale. Et c'est efficace. Par contre, ça demande un petit peu de temps en amont parce que l'initialisation de ces processus demande du temps. Par contre, une fois que c'est lancé, ça déroule. Sur l'évaluation là, du process, vous avez testé des choses? Parce que c'est vrai qu'on évalue beaucoup la politique de la ville, qui est la politique publique la plus évaluée de France. Mais pas forcément, c'est pas forcément le process qu'on évalue. On essaie d'évaluer un peu le jeu d'acteurs. Mais est-ce que vous avez des pistes à nous donner là-dessus? Très rapidement, on a testé quelque chose comme ça à Los Angeles en partant du principe qu'on entendait toujours les formes critiques qui s'exprimaient, les pétitions, les gens qui râlent, et on les accueillait et on faisait converger tout ça. Mais on n'entendait plus jamais où en étaient les projets, où en étaient ces acteurs critiques au démarrage, une fois qu'on avait co-construit une solution. Et on s'est dit, c'est dommage parce qu'on perd l'essentiel sans doute de la valeur de ce qu'on a généré ensemble. Et donc, on a été mettre en place un dispositif qui implique des porteurs de projets citoyens qui s'engagent dans des projets d'intérêt général pour la ville ou le quartier dans lequel ils sont. On monte une petite soirée conviviale en mode forum théâtre. On met un journaliste à disposition de ces citoyens pour les aider à raconter l'histoire qu'ils ont vécue. Et l'histoire qu'ils ont vécue, c'est celle de plein de péripéties, de rencontres avec la bureaucratie, avec les élus, avec les agents, avec les normes, avec le réglementaire, avec les budgets, en fait, c'est une épopée qu'ils ont vécue. Et donc, on les met sur scène, on les met dans des conditions où ils peuvent exprimer en toute liberté ce qu'ils y ont trouvé et rencontré, c'est-à-dire les effets positifs comme les aspects négatifs. Et dans le public, on met les élus et les agents en posture d'écoute active, c'est-à-dire qu'ils se taisent, et on inverse exactement, et on reconnaît l'expertise d'usage. Et donc ça, c'est des petites choses pas très compliquées en soi à mettre en place, mais qui demandent encore une fois un peu d'animation, un peu de soins apportés au processus et au cadre pour le faire. Mais qu'est-ce que c'est puissant? Je vais vous donner un exemple. On a évalué là en décembre 2022 un projet co-construit avec des mamans, des parents d'élèves qui ont réalisé des modules dans l'école de leurs enfants en participatif. C'est-à-dire qu'elles ont constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux, que les jeux étaient assez désuets. Elles ont frappé à la porte de la mairie. La mairie a dit c'est pas dans le plan, c'est pas dans le mandat, c'est pas maintenant, on va pas nous refaire les jeux de l'école. Par contre, si vous voulez proposer des idées, etc., on peut vous accompagner. Les mamans ont mis en place des modules, ont dessiné des jeux sur l'asphalte, on fait des petits trucs en récupération, en appui avec la mairie. Et au final, quand on évalue tout ça avec les mamans qui montent sur scène, non seulement elles nous racontent l'interconnaissance que ça génère, les gamins qui sont plus investis, la meilleure connaissance des services publics, et puis le fait qu'il y ait des jeux qui soient utilisés, mais surtout, elles nous disent que la maîtresse raconte qu'il y a moins de bagarres dans la cour de l'école. Qu'est-ce que ça a comme valeur sociétale, économique, un projet de ce type? C'est plus les quelques milliers d'euros qu'on a investis en ingénierie publique, c'est beaucoup plus derrière si on veut évaluer le prix des nez cassés, le prix des jambes en plâtre, le prix de gamins qui ne se retrouvent pas dans un cadre social pacifié. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc, en fait, ça nous montre que évaluer la valeur créée, c'est aussi repenser les modèles économiques à partir d'une valeur qui est pas uniquement monétaire à la base, qui peut être immatérielle, qui peut être sociétale, mais qui a un impact économique derrière. Parce que je sais dire aujourd'hui qu'investir un peu d'ingénierie dans la co-construction des jeux d'école, ça a un effet monétaire beaucoup plus important, des multiplicateurs qu'on peut s'amuser à chiffrer si on veut. Ça génère des économies, des externalités positives, mais qu'on ne sait pas vraiment chiffrer monétairement parlant. Et on a besoin d'avoir le regard de toutes celles et ceux qui ont vécu l'histoire pour délibérer. Est-ce que c'est un effet positif, un effet négatif, cette externalité? On ne l'avait pas vu venir, mais ça se trouve, il y a aussi des effets négatifs. Quand on évalue les circuits bio-alimentaires,
on se rend compte que les agriculteurs passent aussi beaucoup plus fréquemment pour contrôler les mauvaises herbes, les nuisibles, etc., avec des tracteurs qui marchent au pétrole. Donc, être dans ces dispositifs d'évaluation itinérée, c'est arriver à regarder la réalité en face. Tout n'est pas tout beau, tout noir, mais par contre, à le faire à plusieurs, on peut s'améliorer en continu. Alors, on est à la veille du dévoilement d'une nouvelle géographie prioritaire, sans doute. Et il y avait une participante dans le chat qui soulevait cette question de l'éventuelle sortie de son territoire de la géographie prioritaire. Est-ce que sortir de la politique de la ville, ça veut dire enterrer son ambition de transition pour un quartier ? Monsieur Baron, si vous n'aviez pas eu la politique de la ville, est-ce que vous auriez pu faire ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire ? Non, sûrement pas. On ne l'aurait pas fait de la même manière. Je vous ai dit qu'on avait fait une gestion urbaine de proximité avant des sites préfigurateurs. On avait même décidé un conseil de quartier avant des sites préfigurateurs. Donc, on était déjà dans cette dynamique-là. Mais les moyens que nous a apportés en termes de renouvellement urbain et de contrat de ville sont considérables par rapport à notre capacité financière en particulier, et aussi en termes d'ingénierie. On est allé chercher de l'ingénierie, on nous a apporté de l'ingénierie qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas été dans ce domaine-là. Et ceux qui m'ont entendu quand on est rentré en politique de la ville, j'ai dit, quand on a su qu'on y était, j'ai dit, maintenant, il faut penser à une chose, c'est comment on va en sortir. On m'a dit, mais on y rentre ? Non, j'ai dit, les expériences passées de la politique de la ville, ce qui m'en a été restitué, c'est qu'on a beaucoup de difficultés pour en sortir. Donc, il faut penser à quels sont les moyens d'en sortir. Et les moyens d'en sortir, le paradoxe, je l'ai dit un peu dans ma première intervention, c'est de rester dans la démarche politique de la ville, dans cette coordination des partenaires, dans cette dynamique qu'on a créée ensemble. Et je crois que c'est là le challenge, c'est qu'il faut, bien sûr qu'on va en sortir, mais il faudra garder des outils qui nous permettront de continuer à partager des choses, à se fixer des objectifs communs et avoir cette dynamique de partenariat, d'échange qui nous a permis, que la politique de la ville nous a permis d'avoir de manière un peu plus concrète. Bon, on est un petit territoire, je l'ai dit précédemment, on avait déjà des relations assez tenues, assez naturelles avec tous nos partenaires, mais là, on a formalisé les choses et je crois qu'il faut repenser nos politiques et notre organisation en fonction de ce que nous a apporté cette expérience. Nous arrivons quasiment au terme de cette table ronde. Donc peut-être en guise de conclusion, je vais vous donner la parole de manière assez courte à chacun d'entre vous. Et la question est la suivante, finalement, sur les transitions pour demain. Quelle est votre ambition, votre défi pour le prochain contrat de ville ? Donc ça s'adresse plutôt à vous deux, mais Julien, vous pourrez également bien sûr intervenir. C'est quoi l'ambition pour demain à l'aune du contrat de ville qui démarre en 2024 ? Je crois que c'est assez facile. Hein. C'est qu'il va falloir qu'on sorte de la précarité tout en restant dans la sobriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équation, c'est les gens des quartiers, ils sont sobres parce qu'ils sont pauvres. Nous, le contrat de ville, c'est de les faire sortir de la précarité sans les faire aller vers le modèle qu'on a actuellement, dont vous parliez au début, et en les faisant aller vers un modèle qu'on ne connaît pas et qu'il faut largement construire, mais qui va être un choix pour nous aussi. C'est-à-dire qu'on va tous être devant un choix. Et c'est ça l'intérêt de ne pas mettre les habitants des quartiers, comme nous-mêmes d'ailleurs, dans une posture infantilisante, c'est que là, on va tous avoir des choix à faire, alors qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient individuels, pour aller vers un autre modèle. Mais il faut qu'on les mette aussi dans cette capacité de choix et ne pas être, alors par la culture, mais ne pas être dogmatique, ne pas être les donneurs de leçons, parce que de toute façon, on sera dans la même posture qu'eux. Et derrière les choix, il y a de la responsabilité. Et on n'est pas derrière les programmes didactiques, pédagogiques. Voilà, les mettre en action, que ce soit par la culture, par leur laisser leur choix alimentaire sur le modèle qu'ils souhaitent, mais éclairer ces choix. Ce qui va être notre défi à nous aussi, à chacun. Une question pour vous, Philippe. Oui, alors une première chose, c'est que notre contrat de notre projet en rue va se prolonger, le contrat de ville va s'achever. Je souhaiterais que le contrat de ville soit prorogé jusqu'à la fin du développement du projet de développement urbain, parce que
d'abord parce qu'on est engagé et qu'on n'a pas abouti sur toutes les démarches et que ça nous permettrait d'aller plus loin en étant accompagné. Mais je crois que voilà, les enjeux ont été dit. Voilà, le tout, c'est de penser la suite et de continuer dans la trajectoire qu'on s'est fixée jusqu'à aujourd'hui. Voilà, sachant que la précarité existe toujours, que c'est une des raisons qui nous ont fait rentrer en politique de la ville, mais elle existe toujours. Elle s'est améliorée d'une certaine partie, mais pas, de mon point de vue, suffisamment significativement pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on aurait voulu se fixer. Voilà, donc il reste du chemin à faire. Les dispositifs, de mon point de vue, nous permettront d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais l'enjeu est encore important. Merci. Julien, même question. Le défi pour les quartiers qui sont en transition ou qui veulent entrer en transition. Avec un peu de prospective, hein, c'est des quartiers qui vivent du coup sans pétrole, avec des températures qui ont augmenté, avec des besoins accrus à l'eau. Et donc, moi, je rêve que les prochains contrats, ils prennent ces questions de manière très opérationnelle, en se projetant à quelques années et en mettant en place des solutions dès maintenant pour faire de ces quartiers des laboratoires de renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois en capacité de répondre aux enjeux de ces quartiers, des habitants qui y vivent, mais aussi qui illustrent à d'autres échelles, dans d'autres territoires en France ou ailleurs, les enjeux qui sont posés. Il y a des enjeux de complémentarité. On parlait des zones rurales tout à l'heure, on parle des quartiers. Enfin, on voit que les problématiques se posent de la même manière, mais les réponses ne sont pas les mêmes. Et donc, comment on fait de ces quartiers des laboratoires qui racontent finalement cette grande transformation? Voilà, nous, en tout cas, on suivra ça avec intérêt. Bien, merci beaucoup à tous les trois, Anne Defresne, Julien Perdrija et Philippe Baron, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous laisse rejoindre les coulisses, car nous allons à présent accueillir d'autres intervenants pour une séquence conclusive. Et j'invite d'ailleurs les trois personnes à nous rejoindre d'ailleurs. Vous pouvez prendre place sur les chaises à votre tour. Je vous présente pendant ce temps-là Marie-Pierre Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service politique à la DRETS Nouvelle-Aquitaine. Monsieur Leray, François-Xavier Leray, vous êtes pour votre part directeur de la cohésion et des initiatives territoriales au pôle Datar de la région Nouvelle-Aquitaine, qui inclut la politique de la ville. Enfin, je me tourne vers vous, Éric Aufort, vous êtes responsable du pôle transition énergétique à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, bienvenue. Monsieur Aufort, vous avez pu suivre les échanges qui ont eu lieu précédemment. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quels sont les grands enjeux de la transition énergétique dans les quartiers populaires des villes et quels outils l'ADEME met à disposition des territoires pour les aider à relever le défi de la neutralité carbone? Alors, les enjeux, ils sont communs d'ailleurs entre les quartiers populaires et les quartiers où on habite tous, c'est-à-dire c'est global hein, sur l'ensemble de la région et l'ensemble de la France. Quelque part, il faut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et l'atteinte de cette neutralité carbone, elle suppose, comme l'ont dit les intervenants précédents, en fait un changement véritablement de mode de société. Concrètement, 2050 c'est bientôt. Et on a le choix entre des scénarios où on irait tous vers une grande sobriété et des scénarios beaucoup plus technologiques, mais beaucoup plus inégalitaires. On aurait recours à la technologie, la captation du carbone, tout simplement pour avoir cette neutralité carbone. Donc on a le choix entre une sobriété et quelque part le pari de scénarios beaucoup plus technologiques et à partir de là, des scénarios qui seraient beaucoup plus inégalitaires. Donc forcément, notre sentiment il va plutôt vers l'égalité. Donc à partir de là, aujourd'hui, les enjeux des quartiers, c'est quoi? C'est d'abord la sobriété, vous l'avez dit, donc c'est changer radicalement notre façon justement de consommer. C'est également l'efficacité de tous les investissements qu'on va faire. Donc là, vous êtes dans des quartiers politiques de la ville. Donc quelque part, l'efficacité énergétique, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à la rénovation énergétique de ce patrimoine. Et je parle de rénovation plus que de construction neuve. J'ai été assez sensible d'ailleurs sur les arguments de revaloriser les quartiers existants, puisqu'aujourd'hui, il se trouve qu'on a un point commun entre efficacité carbone et rénovation, c'est quelque part construire
neuf aujourd'hui, ça veut dire avoir une grosse empreinte carbone. Donc aujourd'hui, on a vraiment intérêt à rénover autant que possible les quartiers existants. Rénover en les rendant vivables, c'est là qu'est l'enjeu. C'est-à-dire que c'est peut-être pas rénover avec la densité que ça a aujourd'hui. Il faut trouver des choses pour qu'ils soient vivables en termes tout simplement de confort d'été. Alors tout ça, les méthodes sont connues, hein, l'ADEME en fait la promotion, donc ça, c'est des éléments connus. Ensuite, autre enjeu, c'est sans changer de vecteur énergétique. Tout à l'heure, un intervenant, je crois que c'est Florian, avait indiqué c'est la fin du pétrole, tout simplement réglementairement. D'ici peu de temps, il y aura plus de chaudière fuel, il y aura plus de chaudière charbon, ça y en a déjà très peu, voire plus de chaudière gaz. Donc on va vers un mix énergétique qui va être composé d'électricité, l'électricité beaucoup plus utilisée notamment pour les transports, et puis un autre volet, les énergies renouvelables thermiques, tout simplement le solaire, le bois énergie, l'utilisation de l'énergie fatale sur les équipements industriels. Ça sera ça l'essentiel de l'énergie qu'on utilisera demain pour se chauffer, se climatiser. Donc c'est là-dessus d'ailleurs que l'ADEME a une offre de service, donc j'en profite pour le dire, qui est commune à l'ensemble des territoires, je dis bien au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. C'est tout simplement d'apporter un soutien financier, aussi bien pour étudier ces projets de mutation énergétique que pour aider aux investissements de façon à se faire que le coût pour l'usager, donc le coût dans les quartiers, soit pas plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc ça, véritablement, on est là sur quelque chose où il y a des moyens mis en œuvre, des subventions mises en œuvre et un accompagnement technique pour ne pas, je vais dire, faire n'importe quoi. Voilà. Et puis après, il y a un autre enjeu, et j'en terminerai par là, c'est tout simplement, qui dit neutralité carbone, dit stockage du carbone. Stockage du carbone, aujourd'hui, on peut le faire en rénovant, en utilisant des matériaux biosourcés qui contribuent à capter le carbone, mais aussi, et ça c'est un point essentiel aujourd'hui dans le développement qu'on peut avoir dans les quartiers, c'est à respecter les sols et les aires aujourd'hui non construites. Concrètement, le stockage du carbone se fait dans les forêts, se fait dans les prairies, se fait dans les marécages, et à partir de là, aujourd'hui, et ça pousse à bien valoriser les quartiers existants, parce que développer de nouveaux quartiers ou les étendre, ça contribue quelque part à ne pas contribuer à stocker du carbone. Donc, quelque part, c'est quelque chose qu'il ne faut pas continuer à faire. Donc, on est vraiment, il faut vraiment avoir à l'esprit changement de paradigme pour les matériaux de construction, plus de biosourcés, changement d'énergie, et puis préserver à tout crin le vivant aujourd'hui qui contribue à stocker du carbone. Voilà. Merci, Monsieur Hautfort. François-Xavier Leray, vous portez aujourd'hui la voix de la région Nouvelle-Aquitaine. Même question un peu pour vous. Comment réagissez-vous aux propos tenus précédemment sur la table ronde et que pouvez-vous nous dire des politiques régionales en matière de transition et de politique de la ville ? Alors ma première réaction, c'est par rapport à deux mots qui ont été cités tout à l'heure, sobriété et transition. Sobriété ne veut pas dire ennui, ne veut pas dire emmerdement maximum. Ça peut vouloir dire tout simplement changer de vie et avoir de nouveaux plaisirs et de nouvelles découvertes dans la vie. Et transition, pour moi, ce n'est pas un deuil, c'est un changement d'état. Si par exemple, j'illustre ça avec vous passez d'un état de célibataire endurci à un état d'amoureux fou, votre transition d'un état de célibataire endurci vers un amour fou ne va pas forcément vous mettre dans une situation de deuil ou de stress. Donc je crois qu'il faut aller avec désir vers justement cette transition. Comment est-ce que la région accompagne cette transition ? Elle l'accompagne avec d'une part deux feuilles de route. La feuille de route que tout le monde connaît maintenant qui s'appelle Neoterra, qui est la feuille de route qui incarne le mieux justement et le plus raisonnablement cette transition à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et elle y a adjoint sous justement l'impulsion du Césaire, Neo Societas, qui dit qu'on ne peut pas changer de monde si on ne change pas de société. Et donc ça, ce sont les deux piliers qui nous guident dans l'action. Au niveau pratique, pragmatique, nous avons 81 ou 82 ou 83 territoires politiques de la ville, mais la région a en même temps, en parallèle, développé une logique de contractualisation de territoire avec 53 territoires. Donc, nous devons en permanence jongler entre la petite échelle, le territoire politique de la ville, qui est inclus dans la grande échelle. Et pour ce faire, nous avons déjà mis en place, en fait, un dispositif d'accompagnement qui est un dispositif à plusieurs niveaux. Le premier niveau, Éric Hofer parlait de l'aménagement du territoire. La région, je vous rappelle, gère le SRADET.
Donc le SRADET va déjà impulser un côté un peu régalien sur l'aménagement du territoire, qui dit qu'il faut effectivement valoriser la réhabilitation, limiter l'imperméabilisation et développer effectivement des puits de carbone. Donc ça, c'est le premier niveau régalien. Le deuxième niveau, c'est un accompagnement, d'une part sur le grand territoire, puisque nous avons en face de chacun des territoires un chargé de mission territoriale, donc dans ma direction, qui pilote les transitions à l'échelle d'un grand territoire qui dépasse largement les quartiers politiques de la ville. Et toujours dans la même direction, nous avons ensuite un chargé de mission spécialisé qui, lui, va accompagner les acteurs de la politique de la ville au quotidien. Et pour rappeler aussi quelques points, nous soutenons bien entendu l'existence de PQNA qui porte aussi le discours des transitions, mais nous soutenons en même temps ce qu'on appelle les développeurs territoriaux, c'est-à-dire des postes qui sont inclus dans les collectivités territoriales, qui vont porter justement ces projets de transition vers le contrat de territoire. Et donc, nous avons 110 postes répartis sur les 53 contrats de territoire. Donc, ça fait à peu près deux postes par territoire. Donc, ça, c'est la première échelle d'organisation interne. La deuxième échelle d'organisation, c'est mobiliser des politiques spécifiques pour accompagner justement les territoires, et notamment politique de la ville, sur 4 thématiques principales. Une thématique d'emploi et d'employabilité, une thématique de formation, une thématique de mobilité, et enfin une 4e thématique qui est une thématique, ça y est, j'ai perdu le fil de mon emploi, économie, mobilité. J'ai dit économie, ouais. Mobilité. Voilà, bon, c'est pas grave, je le retrouvais dans le fil. Économie, formation, emploi, mobilité. Voilà, ce sont les quatre thématiques principales que soutient la région. Ce qui veut dire qu'en fait, on va essayer à la fois de façon collective et de façon individuelle d'accompagner les habitants et les acteurs pour favoriser ce qu'on appelle en fait les devenirs possibles. Les devenirs possibles, c'est quoi? C'est tout simplement essayer de penser l'avenir avec les habitants, penser l'avenir avec les associations, penser l'avenir avec les acteurs économiques. Et pour ça, on déploie une série d'interventions qui soutiennent du coup toutes ces thématiques-là. On a une 5e thématique, c'est la thématique de l'essaimage des bonnes pratiques. C'est-à-dire que là, on essaye de diffuser effectivement les bonnes pratiques à l'échelle de l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, donc sur le grand territoire. Bonnes pratiques qui peuvent être issues d'expérimentations, qui peuvent être issues de tout un tas d'activités, d'actions imaginées par les acteurs, etc. Bonnes pratiques qui vont juste depuis, par exemple, le renouvellement d'un centre commercial jusqu'à l'accompagnement d'une association qui parle de culture et de récit de territoire. Je suis très sensible pour ma part au récit de territoire, effectivement, et à l'intégration de l'histoire à la fois des habitants et du territoire vers une histoire commune pour demain. On mobilise aussi complètement la politique dite sectorielle. La politique sectorielle, c'est la grande politique liée aux compétences de la région, donc grande politique sur l'économie, mais aussi grande politique sur d'autres feuilles de route d'aménagement du territoire. Il y a un des intervenants qui a parlé de la santé tout à l'heure, la santé pour le territoire, en lien bien entendu avec la bonne alimentation, en lien bien entendu avec la préservation de la biodiversité, l'inclusion des puits de carbone, etc. Donc cette santé, elle fait maintenant partie des feuilles de route un peu structurantes de la région, dans une politique qui s'appelle Une seule santé pour le vivant, qui adjoint bien entendu la santé humaine avec la santé des écosystèmes naturels. Donc à ce titre, par exemple, nous, on aimerait bien voir émerger sur les territoires des pratiques d'urbanisme favorables à la santé que porte par exemple l'ARS, qui sont tout à fait intéressantes et sur lesquelles on pourrait expérimenter. Et donc c'est à la fois à la politique de la ville, donc au quartier prioritaire de la politique de la ville, de proposer ces dispositifs et de les inclure pour la région dans ce qu'on appelle le contrat de territoire, c'est-à-dire en fait la logique de la grande échelle. Et c'est en permanence justement le travail de ces petites échelles avec ces grandes échelles qui va nous permettre d'engager les transitions.
J'avais juste peut-être aussi un point d'interrogation que partageaient certains membres sur le chat, qui était que va devenir la politique de la ville par rapport à l'engagement de l'État. Ce qui est très clair, c'est que nous sommes face à des quartiers dits vulnérables ou fragiles. Ces quartiers vulnérables et fragiles, comme je ne sais plus qui le faisait remarquer, on les retrouve à la fois dans les espaces ruraux et dans les espaces urbains. Et Alain Rousset a très clairement dit que de toute façon, il continuerait sa politique dite de retournement, c'est-à-dire d'accompagner les quartiers les plus vulnérables ou les secteurs les plus fragiles vers justement un retournement, c'est-à-dire essayer de penser la valeur de demain de ces quartiers comme autre que la valeur d'aujourd'hui. Et donc là-dessus, il est très certain que quelle que soit la politique de l'État, la région accompagnera les quartiers de la politique dite de la ville aujourd'hui. Pour peut-être finir, je rappellerai quand même qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a des quartiers très hétérogènes de la politique de la ville. Nous n'avons pas que des quartiers dits HLM, que je salue par ailleurs pour leur action justement de transition au quotidien, mais nous avons aussi des quartiers dans des espaces ruraux. Et ces quartiers dans des espaces ruraux, pourquoi ils sont dans la politique de la ville? Tout simplement parce qu'ils sont un petit peu comme la situation d'Auch, en situation de présenter des points de vulnérabilité dans des territoires qui doivent prendre en compte ces points de vulnérabilité. On va même en dessous de la taille des quartiers d'Auch, puisqu'on a des petits quartiers dans des petites villes de 4-5 000 habitants qui font partie de la politique prioritaire de la ville sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc un engagement vraiment sur une feuille de route structurante, dans une action du quotidien, mais qui pour nous remonte bien entendu à l'échelle du grand territoire. Donc d'une façon très volontariste, la région a divisé son territoire en 53 territoires qui ne sont ni des départements, ni des EPCI, ni des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais qui participent justement du travail de tricotage des valeurs partagées de grande échelle et de petite échelle. Je prends 2 exemples très simples. Que ferait la ville de Bordeaux ou l'agglomération bordelaise si elle n'avait pas de territoire d'alimentation de proximité qui puisse desservir justement correctement toute l'alimentation des habitants. Et à côté, que ferait par exemple des situations de bocage bressuiré ou bocage creusois, puisqu'on a parlé du bocage creusois tout à l'heure, ou les grandes plaines alimentaires, agroalimentaires des Landes ou du Lot-et-Garonne, si elles n'avaient pas des moyens de mobilité tout à fait vertueux pour amener leur production justement dans les grands pôles de consommation. Et la région essaye de chercher justement le meilleur moyen d'accompagner ces équilibres-là en complémentarité avec les autres échelles territoriales et dans des concepts à la fois régaliens et très opérationnels. Merci François-Xavier Leray. Marie-Pierre Brun, vous avez donc le mot de la fin aujourd'hui. Même question, comment réagissez-vous aux propos qui ont été tenus par les uns et les autres, les unes et les autres? Et que pouvez-vous nous dire des ambitions qui se dessinent au niveau de l'État pour la prochaine politique de la ville sur ce volet des transitions? Alors, ce que j'en ai retenu, c'est qu'effectivement, on aborde cette question des transitions dans les quartiers en termes de vulnérabilité. On s'y intéresse parce que, effectivement, on a des publics qui sont peut-être plus vulnérables par rapport à ces changements. Et en même temps, on s'y intéresse aussi parce qu'il y a des pratiques vertueuses qui peuvent aussi nous amener en tout cas à les valoriser et en faire peut-être des exemples et à aussi changer l'image des quartiers. J'étais assez sensible au témoignage d'avoir honte de prendre le bus alors que dans d'autres quartiers, aujourd'hui, c'est une pratique qui est survalorisée. Voilà, donc ça, je trouve que c'est très intéressant au niveau de ce qu'on peut proposer aussi comme accompagnement et comme partage. Voilà. Je crois qu'aussi par rapport aux personnes qui nous écoutent et qui vont avoir en charge cette contractualisation, je crois que quand même on a en germe dans la culture politique de la ville en tout cas une culture de coordination. Alors j'entends qu'effectivement on doit aller au-delà et aller vers la coopération. Donc
certains territoires le font déjà et peut-être que d'autres, effectivement, peuvent aller plus loin. Mais je crois que quand même, cette idée de décloisonner, de travailler avec tout le monde, les chefs de projet et délégués du préfet ont déjà cette pratique. Donc, j'espère qu'effectivement, elle va être aidante pour rassembler toute cette diversité d'acteurs, puisqu'effectivement, on l'a dit, il y a à la fois des acteurs publics, privés, qu'il convient aussi de mettre autour de la table. Voilà, donc je pense qu'après, chaque organisation va naître à l'heure actuelle, effectivement, sans attendre des annonces, des instructions ministérielles. Il y a déjà des équipes projets qui se sont mises en place dans certains territoires. Donc, sur cette question des transitions, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir des équipes projets qui peuvent se constituer, qui peuvent, en tout cas, agir dans ces quartiers. J'ai aussi pu remarquer que c'est évidemment une thématique qui est très fortement mobilisatrice. J'ai pu le voir à l'occasion de l'évaluation des précédents contrats, en assistant, participant à des ateliers avec des habitants, et on voit bien à quel point, effectivement, cette question, elle relève de leur quotidien. On a parlé de mobilité, d'alimentation, c'est aussi la facture énergétique, c'est aussi le cadre de vie. Et ces questions du cadre de vie, je crois aussi qu'elles étaient déjà travaillées, alors sous une autre forme et avec une autre ambition, mais on avait effectivement l'AGUP, on en a parlé, les diagnostics en marchant, enfin tout un tas d'outils qui finalement n'existaient pas forcément dans les autres territoires. Et encore samedi ici sur la métropole, une balade urbaine. Et c'est vrai que dans ces quartiers, on a plus ou moins quand même l'habitude de ces balades urbaines, et elles ne sont pas forcément d'ailleurs dans les autres quartiers de la ville. Donc je crois qu'il y a quand même cette mobilisation des habitants. Et j'ai aussi entendu que à Auch, un conseil citoyen se réunissait chaque mois, et que ça avait aussi été un sujet qui avait été aussi abordé dans ces conseils citoyens. Donc, quand on parle de participation habitante, on voit bien que quand même, il y a des leviers, qu'effectivement, il y a des sujets qui rassemblent, qui mobilisent. Donc, le ministre a lancé lundi dernier la démarche, en tout cas, de grande consultation avec un comité présidé par Mohamed Mechmach, donc qui au cours des prochains mois, viendra en tout cas à la rencontre des habitants. Donc, je pense aussi que ces questions vont être abordées à cette occasion, et effectivement qu'on pourra travailler le récit. J'ai aussi été sensible à cette question du récit et de la culture et de l'histoire, et de comment on se l'approprie. Donc, je pense que ça sera déjà un premier jalon. Pour ce qui est des priorités du ministre, elles ont déjà été évoquées. Donc, on a effectivement toutes les questions autour de l'éducation, autour de l'emploi, et puis des transitions. Je crois que ces transitions, de toute façon, elles doivent irriguer la plupart des politiques publiques. Quand on entend parler d'emploi ou de l'entrepreneuriat dans les quartiers, effectivement, oui, j'ai pu l'aborder avec un de nos partenaires. Effectivement, quand on parle d'entrepreneuriat, ça vient soulever pour un entrepreneur le choix de sa mobilité, des matériaux qu'il va utiliser pour son activité, etc., etc. Donc, je sais pas s'il faut vraiment cloisonner ces priorités, mais en tous les cas, je crois qu'elles vont venir de toute façon traverser à peu près tous les aspects du contrat, y compris la santé, on en a parlé, l'alimentation, la santé environnementale, qui est aussi une large préoccupation de l'ARS. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura des réponses construites à ce niveau-là. Et les outils financiers, alors le ministre a évoqué effectivement l'appui aussi, de toute façon, des dispositifs de l'ADEME, de l'OFB, mais aussi le lancement du fonds vert, donc qui ici s'organise avec des priorités, 4 priorités régionales et des priorités départementales. Et donc, qui constitue aussi pour les collectivités, tout du moins, un levier certain. Donc, je vais peut-être les rappeler, mais effectivement, sur les mesures régionales, on était sur le recyclage de friches, l'accroissement du trait à la source, valorisation des biodéchets, tous les enjeux liés à la biodiversité 2030 et la renaturation des villes et des villages, avec effectivement ensuite des mesures départementales, puisque là aussi, on est sur une déconcentration et donc des adaptations au territoire.
Évidemment, il y aura les contrats de ville, on le sait déjà, voilà, il y aura des projets sur ces questions. D'ailleurs, on a eu récemment un échange avec notre administration centrale sur les moyens budgétaires et effectivement, j'ai été moi-même surprise des demandes des territoires qui effectivement sur l'ingénierie notamment, ne sont pas d'ailleurs sur des demandes autour de la contractualisation en tant que telle, mais bien sur l'accompagnement de projets tels qu'en Charente sur des projets d'alimentation durable, avec cette demande d'appui pour venir effectivement équiper en ingénierie, en coordination, en travail avec les habitants. On a aujourd'hui des demandes d'emploi aidé de type FONGEP, de type médiateurs sociaux pour justement aller vers les habitants, échanger avec eux sur ces questions, sur la question des déchets notamment, avec les nouvelles pratiques aussi qui s'instaurent, hein, de la fin du ramassage des déchets dans certains territoires expérimentateurs. Donc il nécessite aussi un accompagnement aussi dans les quartiers. Donc je crois qu'effectivement, on voit très bien à quel point effectivement aujourd'hui on est traversé par toutes ces questions d'épicerie solidaire, etc. dans les quartiers. Et je dirais peut-être plus qu'avant pour ceux qui ont connu les sujets qu'on évoquait plus classiquement avant. Donc on voit à quel point ça a pris part dans la discussion et les besoins face à l'urgence, bien évidemment, et effectivement de voir comment on peut accompagner toutes ces démarches dans les futurs contrats. Merci Marie-Pierre Brun, merci à tous les trois pour ces mots de conclusion. Christophe, je te laisse conclure ce webinaire puisque nous avons terminé quasiment. Je conclus. Donc, nous avons démarré aujourd'hui un cycle de rencontres qui vont jalonner là, toute l'année 2023. Donc, vous aurez des informations bientôt sur la suite. Donc, juste pour conclure sur ce webinaire précis, vous serez destinataire dans les prochaines semaines d'un ensemble de ressources comprenant un accès au replay, un article analytique sur la rencontre, des ressources qui vont vous être partagées. Certaines l'ont été d'ailleurs dans le chat. J'en profite pour faire la publicité d'un dernier article qui vient d'être produit qui s'appelle des QPV au QPVert et qui justement restitue des ateliers qu'on a eu organisés en fin d'année dernière sur une méthodologie pour repenser les projets de territoire avec les transitions comme conducteurs. Donc on vous donne rendez-vous très prochainement puisque les 5 et 6 avril, on organise une formation à Bordeaux pour repenser le projet de territoire avec une stratégie territoriale avec les transitions comme conducteurs. Je rappelle que... Vas-y. Une question à ce sujet dans le chat. Que c'est une formation qui s'adresse aux acteurs en charge de la contractualisation en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, parce qu'il y avait quelqu'un de hors Nouvelle-Aquitaine qui avait l'air intéressé, mais malheureusement, on va se limiter à nos publics régionaux. Prochain rendez-vous 5 et 6 avril. Le suivant, ce sera sur la participation à la fin du mois de mai, probablement le 25 mai à Angoulême. Donc merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à tous nos intervenants de s'être déplacés pour participer à ce moment. À bientôt, oui. Je peux donner une date. Le 16 mai, allons-y. Le président Alain Rousset vous donne rendez-vous dans l'hémicycle de la région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux pour justement un grand entretien avec tous les acteurs de la politique de la ville. Et bien voilà. 16 mai. On n'avait pas encore l'info, on va la valoriser très prochainement. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.